Bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série où je reçois des professionnels de l'industrie pour discuter marketing, publicité et nouvelles technologies. On a tous quelqu'un à convaincre. Puis plusieurs fois pendant la journée, sans même s'en apercevoir, on va plaider notre cas à un ami, un membre de la famille, un collègue ou évidemment, dans un contexte professionnel, un client. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se permettre d'être vulnérable, de remettre en question nos façons de faire habituelles, de ce qu'on a appris dans le passé. Puis, on va se poser des grandes questions. On va explorer l'art et la science du pitch. Donc, comment est-ce que c'est possible de transformer un sujet pas très excitant, du moins pour l'audience qui est devant nous, en histoire captivante, ou encore comment structurer nos arguments puis présenter nos idées de manière à générer l'intérêt puis accrocher une audience. C'est un des sujets auxquels mon invité d'aujourd'hui s'est pendant longtemps intéressé et pour lequel il a développé plusieurs outils pratiques pour nous aider à raconter des histoires qui connectent et qui nous aident à convaincre. Gaëtan Namouric qui est le fondateur de l'agence Perrier-Jablonski. Il est également formateur enseignant au DESS à HEC Montréal, administrateur à l'École nationale de l'humour et auteur du livre « Ce que vous avez à dire n'intéresse personne ». Gaëtan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Ali. Quelle introduction, my God. J'ai plus besoin de pitcher, je vais t'emmener avec moi à chaque fois. Let's go. Let's go. Ben, où tu peux prendre mon enregistrement. Parfait. C'est numéro 1. Cool. Gaëtan, plus je discute avec des professionnels, plus je me rends compte à quel point leur jeunesse puis leur enfance a eu une influence sur qui ils sont devenus. Puis je me posais la question dans ton cas, l'histoire d'amour entre Gaëtan et la communication, ça date de quand? Aïe aïe, quelle question. Ok, moi j'ai un parcours un peu... moi je viens d'un milieu ouvrier, un père syndicaliste, une maman un peu à la maison, puis qui avait des jobs pour combler les revenus. Puis j'aime souvent raconter cette histoire-là. Moi j'habitais à 3 kilomètres de l'arrêt de bus. Ma maison était à 3 kilomètres de l'arrêt d'autobus qui m'emmenait à l'école. Ça prenait à peu près 1 heure pour aller à l'école. Fait que j'étais creux, là. Tu sais, mettons, si j'étais né au Québec, je serais né, tu sais, sur un rang à Waterloo, tu sais, mettons. Fait que ça, on y allait en vélo, puis ça me laissait du temps, là, pour penser à tout ça. Ali, t'as aucune idée. Fait que j'ai été un intellectuel d'ennui, en fait. Moi, j'étais un petit garçon qui s'ennuyait beaucoup, tu sais, qui avait beaucoup de temps à perdre dans les transports, qui était mon vélo ou mes pieds. Et du coup, je répondais à des entrevues. Fait que tu vois, j'ai déjà répondu à cette question-là, certainement, à 8 ans et demi, 9 ans ou 11 ans. Mais moi, ça me passionnait. J'ai eu aussi une maman très théâtrale, très dramatique, et c'est quelque chose que je trouve très important de nos jours, dans un peu une époque de contrôle, une époque de perfection, une époque de transparence. C'est l'aspect un petit peu de communication, mais qu'on pourrait dire aussi exubérant, de raconter des trucs avec ses bras, puis faire des gestes, puis faire des voix, puis faire des bruits. Tout ça, c'est super important, quoi. Donc, j'ai eu à 11 ans, je programmais des ordinateurs parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. À 15 ans, je faisais de la guitare, puis j'écrivais des tunes. Puis je pensais pas que tout ça aurait un rapport un jour, mais ça a eu un rapport quand j'ai commencé en pub, puis j'ai commencé à 20 ans à peu près en pub. Je faisais du média à l'époque à Lyon. Je pouvais pas imaginer qu'à un moment donné, ces passions parallèles-là allaient donner un boulot qui existe et que j'allais être le seul à pouvoir faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot qui interconnectait comme ça la programmation, l'écriture de tunes, puis le marketing. Puis pour moi, tout ça, c'est de la communication. Tout ça, c'est exprimer quelque chose. C'est vendre, je vais mettre des gros guillemets à vendre, là, mais c'est vendre des sentiments, vendre un projet, vendre une idée. Tout ça se ressemble beaucoup et très, très, très interconnecté. Fait que c'est ça. Ça a commencé jeune, mettons. C'est des expériences très variées. Là. Tu me parles de programmation qui est plus d'un côté geek. Tu me parles de guitare qui est plus du côté artiste. Même s'il peut y avoir de l'art là, dans la programmation. Là, je ne dis pas le contraire. Est-ce que tu trouves que ça t'a servi d'avoir des compétences aussi différentes l'une de l'autre? Ben, quand tu as des passions comme ça, tu les vois pas comme vraiment très différentes ou même pas concurrentes. Tu sais, c'est des choses qui t'occupent, qui t'excitent, qui remplissent encore une fois ou de l'ennui, mais tu sais, qui t'apportent beaucoup.
je trouve que si on y réfléchit un peu, il y a quand même un point commun. Tu sais, je sais pas si je vois de la poésie dans la programmation, mais je vois définitivement de la programmation dans la poésie. Ou tu sais, dans l'écriture de tunes, il y a quand même une mécanique, il y a quand même des sonorités. Puis c'est pas très étonnant. Pythagore, c'est le gars qui a découvert quand même les gammes musicales. Puis voilà. Bon, le théorème de Pythagore vient pas tout à fait de Pythagore, mais c'est vraiment un autre podcast. Mais il y a quand même un lien entre la musique ou l'harmonie, je vais dire comme ça, l'harmonie et les mathématiques. Donc, quand il y a quelque chose qui te plaît, quand il y a quelque chose d'harmonieux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi peut-être au rythme d'une phrase, au nombre de pieds, est-ce qu'elle rime avec la phrase d'après, est-ce que c'est pas, il n'y a pas besoin, est-ce que ce serait too much. Fait que tout ça, moi je l'ai reconnu ça chez de nombreux rédacteurs puis rédactrices. Là, il y a des gens qui ont l'oreille. C'est mathématique quand même, c'est quand même de la programmation, donc il y a quand même un rapport, je trouve, un peu entre ces activités-là. Puis là, tu as cette passion-là pour la communication, tu as plusieurs années en agence. Pourquoi est-ce qu'on décide de lancer sa propre boîte? Pourquoi est-ce que on s'embarque dans une aventure aussi? En tout cas, tu sais c'est comment là, lancer une entreprise. C'est beaucoup de gestion. On n'est pas nécessairement dans le plaisir de ce qu'on aime faire à tous les jours parce que là, il y a des layers de ressources humaines, d'opérations, de finances. Pourquoi s'embarquer là-dedans? Mais honnêtement, si j'avais pu, je l'aurais pas fait. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, je me considère pas comme un entrepreneur. Je devrais vraiment pas dire ça, non. Mais je me fais engueuler par tous les entrepreneurs à qui je le dis. Mais je me valorise pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que quand je vois des gens comme Duvernois qui balayaient tu sais, les couloirs de Sainte-Justine, puis qui soudainement développent une marque de vodka, puis fonctionne, etc., etc. Moi, j'ai lancé ça. J'avais 40 ans. J'avais une réputation dans un petit milieu. Ça a été très facile pour moi de démarrer Perrier Jablonski. Tu sais, j'avais déjà un client en ouvrant les portes de Perrier Jablonski. Fait que, puis tu sais, c'était Ubisoft, après c'était Banque Nationale. Tu sais, il y a eu vraiment des gros clients qui sont venus cogner à ma porte tout de suite. Fait que moi, je me sens pas comme quelqu'un qui s'est jeté en haut d'un avion sans parachute puis qui a dû se débrouiller. C'est sûr qu'après, t'apprends quand même qu'il va y avoir des choses qu'il va falloir faire, mais pareil, j'étais quand même un gestionnaire dans une grosse boîte. Et j'avais appris déjà ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, là où j'étais faible, ou en tout cas, ce qui me prenait beaucoup d'énergie, c'est moi décrocher un téléphone pour appeler la banque. Ça me prend beaucoup d'énergie. C'est pas que je trouve ça pas intéressant, là, c'est que ça me purge, là, ça vient me chercher énormément d'énergie. Fait que tout de suite, en partant Perrier Jablonski, je me suis entouré. Il y a Olivia qui est encore là aujourd'hui, qui est vraiment mon cerveau gauche. Et j'ai la chance d'être entouré de gens qui s'occupent de l'aspect mécanique, logistique, programmatique là, de Perrier Jablonski, tu sais, justement des RH justement. Et puis moi, ça me permet de me concentrer sur le produit Perrier Jablonski, donc les services et puis donc la communication de Perrier Jablonski. Donc pour moi, c'était important cette notion-là là, de rapidement s'entourer pour faire des trucs dans lesquels on n'est pas bon. J'ai pas eu besoin d'attendre de l'apprendre, je l'ai quand même su tout de suite. Mais sérieux, c'est quelque chose, j'aime pas tant le feeling, tu sais, je me valorise pas tant dans ce feeling-là. Ce que je reconnais en revanche et que je chéris beaucoup, c'est la liberté que ça donne, tu sais, la liberté éditoriale, tu sais, la liberté, tiens, je pourrais partir en GPT. J'ai pas besoin de demander à personne de passer du temps là-dessus. Quand il faut faire des dépenses de ci ou de ça, j'ai demandé à personne. Donc cette liberté-là, je la chéris beaucoup, là. Mais j'avoue qu'encore une fois, je me sens toujours vraiment imposteur, tu sais, dans le rôle d'entrepreneur quand même. Puis là, tu as parlé de liberté éditoriale. Tu es quelqu'un qui écrit énormément depuis quand même assez longtemps. Ça vient de où cette passion-là pour l'écriture? Pourquoi l'écriture? Pourquoi pas, je sais pas moi, le podcast ou un autre médium? Écoute, c'est une bonne question. À 15 ans, tu sais, des fois, quand je raconte ma vie, je dis qu'à 11 ans, je codais pour impressionner les gars, puis à 15 ans, j'écrivais des tunes pour impressionner les filles. Je pense que c'est encore pour impressionner les filles que j'écris. Je devrais pas le dire comme ça, mais j'avoue que pour moi, dans l'écriture, il y a quand même beaucoup de séduction. Et je parle de boulot aussi. Hein. Tu sais, quand on écrit, par exemple, un manifeste, et puis qu'un client va être touché par ce manifeste, je l'ai vécu il y a pas très longtemps pour un très gros client. Pour l'UPA, mon nom est dans les crédits, fait que je trahis pas un gros secret, mais quand tu as des gens qui sont des agriculteurs, qui se sentent mal compris, mal aimés, tout ce que tu veux, qui entendent un texte
euh, qui représentent ce que eux vivent, ce que leurs parents vivaient, leurs grands-parents, etc., puis que ça résonne, puis qu'ils sont émus aux larmes, mais moi, ça me fait de quoi? Puis je trouve que quand tu as cette capacité-là, je sais pas si c'est un don parce qu'il y a une technique là-dedans qui se développe beaucoup avec le temps, mais le don, c'est peut-être d'accueillir cette technique-là, puis de l'aimer assez pour la pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, ça nous donne un peu une responsabilité d'être un peu le porte-voix de gens qui ont des choses à dire, mais qui le disent d'habitude pas très bien ou que c'est pas leur métier, quoi. Donc, je vais le faire pour eux. Et ça, j'aime beaucoup ça, en fait. Donc, oui, l'écriture, pour moi, c'est pas un effort. J'écris à peu près un article par jour, en plus de mon boulot. C'est vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Puis c'est pas vrai que j'écris depuis longtemps. En fait, on pourra en débattre, mais oui, j'écrivais des tonnes. J'ai toujours des phrases dans la tête. Fait que j'écrivais des tonnes plus jeune. Après, j'ai eu quand même une pause parce que je faisais du média, mais pendant ce temps-là, ben, j'écrivais à côté. Je me suis fait repérer par Jean-Jacques Goldman à 22 ans, puis là, c'est ça, une autre histoire à raconter par rapport à ça, mais qui m'a donné énormément confiance dans mon écriture. Il me faisait pitcher sur des trucs pour des artistes super connus en France et tout ça. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, mais ça m'a donné la confiance. Puis au niveau du boulot que c'était, ça ressemblait au boulot que j'ai fait comme rédacteur publicitaire. Fait que je voyais pas vraiment de différence. Et puis il y a un boulot qui me payait de manière sûre et certaine, l'autre qui était plus hypothétique. Mais j'avais vraiment aucun fantasme là, de célébrité ou de whatever. Fait que moi, j'étais content avec mon boulot, là, ça m'allait bien. Et ce qui me plaisait, c'est d'écrire beaucoup, souvent. Tu as reçu Jean-Jacques Streleski il n'y a pas très longtemps dans une entrevue que j'ai beaucoup aimée. Et c'est lui qui m'a donné ma première chance quand je suis arrivé au Québec. Puis il m'a dit, écoute, ton portfolio, il est vraiment pourri, mais j'ai aimé ta lettre quand tu m'as... Parce que j'avais écrit un courriel, là. Puis il me dit, donc ton portfolio, je m'en fous, mais ta lettre me fait dire que tu es un bon rédac. Parle-nous de cette lettre-là. Parle-nous d'une lettre qui a réussi à charmer Jean-Jacques Streleski. Écoute, je me rappelle de plus. quoi tu te souviens? Je lui disais que j'avais l'âge de sa carrière. Fait que ça, à quelque part, ça a dû le faire chier sur le moment. Mais tu sais, je pense j'étais un peu en quête d'une filiation. Puis Jean-Jacques, je l'appelle encore papa quand je le croise, je lui fais des bisous là, tu sais, même si on est entouré de sommités en marketing et tout ça, parce que pour moi ça a été mon papa. Mais comme ça a été le papa des 3/4 des gens de pub de mon époque, il faut reconnaître, tu sais, les gens qui vous reconnaissent, tu sais, dans le début de votre carrière. Et ça prend quelqu'un qui te donne une chance, qui dit, ce gars-là, il y a quelque chose que je sens dans son écriture ou il y a une énergie, et on va vouloir, comme agence, utiliser cette énergie-là puis la transformer en honoraire, c'est pour être très pragmatique. Fait que moi, j'ai toujours aimé qu'on exploite ce côté-là, peu importe la forme. Donc, tu sais, oui, j'ai toujours quelque chose dans ma tête. J'ai toujours des histoires, j'ai un appétit, ça m'empêche un peu de dormir parfois, mais c'est ça. Donc, mais j'ai écrit vraiment des trucs qui étaient plus profonds. Peut-être quand j'ai quitté, que j'ai eu plus de temps pour moi, et ça a été l'idée derrière Pierre Jablonski, c'était d'avoir du temps de cerveau disponible un peu. Tu sais, quand t'es en agence, c'est un peu les gens de service conseil vont faire du Tetris, vont s'assurer que toutes les cases, tout l'espace est bien rempli par du temps, ce qui est leur boulot, hein, c'est le boulot d'une agence. Sauf que comme créatif ou comme stratège, tu vas respirer dans les trous du Tetris. Donc, tu as des intérêts différents. Et toi, tu magasines des trous, tu sais, dans le Tetris quand tu es créatif ou stratège. Puis les gens de service conseil ou les gens de gestion vont vouloir à tout prix combler ces trous-là. Donc, l'idée, c'était de créer un business model où on est payé pour les trous aussi, tu sais, où on est payé pour ces moments-là qui, normalement, sont pas facturables. Comment on fait pour faire de l'argent quand même avec? Et donc, ça prenait une approche un peu différente. Et puis, ça prenait, c'est ça, un pitch de firme, parce que j'ai du mal à nommer ça agence encore. Mais firme, ça fait gros aussi. Enfin, il y a encore une fois. J'ai un problème avec tous les mots quasiment. Mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y avait. T'es pas entrepreneur, t'as pas une firme, t'as pas une agence. Puis j'ai un problème avec des mots. Fait que tu sais, je m'annule constamment. Non, mais tu sais, quand tu sais, tu te poses toujours des questions. Tu sais, fait que c'est sûr que l'idée de trouver un fonctionnement là, pour cette boîte-là, je pense qu'en soi, ça, c'est l'idée de Pierre Jablonski. C'est comment tu valides et que tu transformes en concept l'idée qu'il faut du temps pour réfléchir. C'est notre boulot.
tu aurais pu écrire un livre sur beaucoup de sujets. Ouais. Tes expériences passées, tes expériences dans ta nouvelle firme ou agence, je ne sais pas comment l'appeler. Tu aurais pu parler de relations au travail, tu aurais pu Ouais. parler... Pourquoi est-ce qu'on fait un livre sur l'art et la science du pitch? Ouais. OK, c'est vraiment une bonne question. En fait, je me rappelle du jour où j'ai eu l'idée de m'emparer de ce sujet-là. C'était au début de Perrier Jablonski. J'avais été invité par la jeune chambre de commerce de Montréal qui demandait à des jeunes pousses, à des jeunes entrepreneurs de pitcher devant un jury qui était super... il y avait Taillefer, il y avait Patrick Rozon, enfin non Rozon, l'autre, l'ancien, le pas gentil. Mais à l'époque où on ne savait pas, Gilbert Rozon, il y avait quand même une sorte de vedette à la fois du showbiz puis de l'entrepreneuriat qui était là pour entendre des jeunes monter sur un stage puis pitcher. Et je les ai tous trouvés tellement mauvais que ça m'a fait mal en fait. Je me suis dit comme Asti, j'en connais quelques-uns. Ils m'ont raconté leur boîte et tout ça, je vois tout à fait ce que c'est, puis c'est génial. Puis ils montent sur un stage, puis c'est poche. Moi, je vais régler ça. Puis c'est ça, j'ai monté des contenus, une formation sur le pitch qui s'est changé de fois en fois, puis qui a pris forme. Et donc le bouquin, il a été facile à écrire parce qu'en fait, c'était des contenus de conférences que j'avais déjà donnés, mais que j'ai mis dans une forme un petit peu plus condensée. Puis j'avoue que tu sais, quand tu présentes, là, tu dis plein de trucs, tu fais des références à, tu sais, Descartes, il a dit ça. Si t'es pas juste, il y a personne qui va venir te voir à la fin du cours en disant, ouais, t'as pris ça où exactement? C'est bizarre ce que t'as dit. Fait que tu sais, tu peux dire beaucoup de niaiseries dans un exercice oratoire qu'il y a personne qui viendra te le reprocher. Quand t'écris un livre, là, tu fais, OK, ben là, il faut que je l'écris. Tu sais, Descartes, fait que là, tu commences à fouiller, tu fais comme, attends, c'est parce que j'ai raconté l'histoire, mais il m'en manquait un bout, tu sais, c'était pas super correct. Fait que ça, ce travail, ça a été compliqué à déconstruire des trucs que parfois je racontais depuis des mois. Et là, je me disais comme, c'est pas tight mon affaire. Fait que ça m'a vraiment forcé à tighter mes affaires. Et voilà. Mais je l'ai écrit en 5 semaines, hein, le bouquin. Ah ouais? Ouais, ça m'a pris un été, puis je me suis mis devant un ordi, puis je l'ai écrit un peu de mémoire, puis il y a eu toute la partie de documentation qui a été très longue. Il y a beaucoup de références historiques, je veux dire, juste pour le mentionner, ceux qui ne l'ont pas encore lu. Énormément de références. Là, donc, pour moi, ça semblait être quand même un gros travail de recherche. Ben, en fait, OK. D'abord, tu dois savoir que moi, je suis un collectionneur compulsif, là, psychopathe, de toutes mes références. Fait que j'ai déjà, tu sais, j'ai une application qui s'appelle Ulysses, là, c'est comme Ulysse avec un S, où tu peux prendre des notes, mais tu peux les classer, tu sais, par sujet, par Fait qu'au moment où j'écris sur Descartes, ben, je vais piger là-dedans, puis j'ai sans doute un documentaire YouTube, j'ai sans doute une référence de bouquin, j'ai sans doute quelque chose qui va me relier au passé, tu sais, à un souvenir que j'ai. Donc, tu sais, j'ai une mémoire, mais qui est à côté sur des notes qui sont une sorte de bibliographie. Puis, je suis aussi entouré de psychopathes. Quand j'ai commencé à écrire le bouquin, il y a Alex qui travaille avec moi, qui est ethnographe, et qui me disait comme, s'il vous plaît, je peux-tu faire la bibliographie, tu sais. Donc, la bibliographie, c'est vérifier chacune des sources. Fait qu'au moment où tu cites, tu sais, Maslow qui écrit sur la hiérarchie des besoins et des motivations en 1943, lui, il va faire comme non, c'est 1944. Tu fais comme, OK, on va mettre 44 d'abord. Fait que toi, à la limite, tu t'en fous, mais c'est hyper important. Puis ça rejoint mon côté de syndrome d'imposteur, parce que moi, j'étais persuadé que quand j'allais lancer ce bouquin-là, j'allais me faire poursuivre par des hordes d'universitaires qui allaient me dire, t'as rien compris à Descartes, t'as rien compris à l'histoire des sciences ou l'histoire des récits. J'étais traumatisé par ça, fait que des fois, j'ai lu 2, 3 fois, 4 fois des articles ou des bouquins pour me dire, est-ce que je dis la bonne affaire, est-ce que je dis la bonne affaire, est-ce que je dis la bonne affaire. Donc, ouais. Je suis content de savoir que tu n'as encore aucune mise en demeure. Ouais, mais après, tu sais, c'est des profs d'histoire qui sont moins dangereux, tu sais, que... non, mais j'avais très peur de ça, en fait. J'avais très peur de ça, puis quand je l'ai lancé, il s'est passé absolument rien du tout. Et là, tu fais, OK, fait que ça veut-tu dire que personne l'a lu ou ça veut-tu dire que c'est correct?
Puis comme on avait les chiffres de vente, on s'est dit, OK, bon, il est lu, mais ça semble être correct. Et je pense que depuis, c'est quelque chose qui m'obsède. Écoute, j'ai écrit sur les focus group. Je vais te donner un exemple. J'ai écrit un article que j'ai déjà publié il y a plus d'1 an sur Pierre Jablonski sur les focus group. Puis je le relis puis je me dis comme, je sais pas, j'ai comme un feeling. J'aimerais ça que mon équipe d'ethno relise ça 1 an plus tard. Puis ils relisent puis ils me disent, en fait, tout est beau, tout va bien, mais l'aspect éditorial, ce que tu amènes là-dedans, il est discutable. Fait qu'eux autres, ils prennent ça, ils l'ouvrent, ils creusent, puis après, ils me reviennent avec des recommandations ou des références, etc., etc. Fait que la beauté de tout ça, c'est que oui, j'écris beaucoup. Un livre, ça t'oblige à un moment donné à plus y toucher. Puis ça, c'est un avantage, hein, parce que, tu sais, sinon, tu finirais jamais. Mais tu peux passer à autre chose, puis cette autre chose-là, c'est mouvant quand même, tu sais, c'est quelque chose qui change, qui évolue. Puis à un moment donné, pareil, ça va se cristalliser, puis je vais pouvoir passer à autre chose, etc. Donc les bouquins, je pense que ça m'aide à oublier un sujet, à le mettre derrière moi, puis de continuer d'avancer. Gaëtan, on passe au segment de la grande idée. J'aimerais qu'on fait un petit voyage dans ton livre, justement, qu'on l'explore ensemble, parce qu'il y a des super belles notions. Quand on passe à l'art du pitch et à la science, moi, je pense intuitivement à parler, convaincre, argumenter. Ouais. Mais dans les premières pages, tu parles de curiosité et d'empathie. Oui. Pourquoi la curiosité et l'empathie, c'est important pour avant d'approcher n'importe quelle rencontre? Pareil, ça c'est l'expérience, mais en fait tu fais un truc naturel, on fait tout ça, on a peur. Prendre parole, c'est quelque chose de pas très naturel depuis qu'on est petit. Bah tu sais, moi j'ai grandi dans une famille relativement nombreuse, on était 4 frères et sœurs. T'es à table, fallait se taire. T'arrives en classe, faut se taire. Tu sais, une fois que t'es dans une compagnie, quand tu commences, on te demande pas trop ton avis, fait que tu sais, on est un peu, on grandit avec l'idée qu'il faut se la fermer quoi. Puis un jour, on te dit, hey, Ali, monte sur scène, puis va pitcher. Tu fais comme, hey, moi, ça fait 30 ans qu'on me demande de fermer ma gueule, puis là, je dois monter sur un stage, puis je dois avoir l'air intéressant. Fait que c'est sûr que c'est un peu contre nature dans nos cultures, contrairement aux Américains, par exemple, qui sont très bons. Puis au Québec, on est un mélange des deux. Tu sais, je vois mes enfants au primaire, ils avaient déjà des cours de PowerPoint, là, fait que même si l'outil est discutable, tu sais, l'idée de la présentation orale, c'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus inscrit dans la génétique de l'éducation au Québec. Maintenant, c'est ça. L'idée de se préparer soi-même, ça nous effraie. Et ce que ça donne, c'est qu'on pense à nous, en fait. On pense à nous alors qu'un bon pitch, c'est de penser aux gens qui sont en face de nous. Puis ça peut paraître super niaiseux, mais tu sais, quand ça fait 2-3 ans que tu penses à ton idée de compagnie, puis que c'est dans ta tête, puis ça t'empêche de dormir, puis tu as trouvé un nom, tu as trouvé un logo, c'est sûr que c'est comme un enfant. Il y a un attachement émotif à ce projet, à cette idée. Puis demain matin, tu vas te pointer à n'importe qui n'est pas toi et qui va avoir un intérêt qui va être inférieur au tien. Et il y a un décalage qui est un peu dangereux et qui pourrait être mal interprété des deux bords. C'est-à-dire que toi, tu vas raconter ton histoire, tu vas dire, ouais, mais les gens en face de moi, ils en avaient rien à foutre, là. Tu sais, puis les gens en face de toi, ils pourraient se dire, hey, lui, il raconte son histoire, mais il m'a posé aucune question, tu sais, sur mes besoins, etc., etc. Donc, j'ai voulu vraiment, dans le bouquin, insister sur les influences, sur qu'est-ce que les gens, ils ont dans la tête, dans le cœur, dans le corps, là, tu sais, dans le gut, là, tu sais, pour accueillir toute l'information que tu as. Puis, c'est ça, en 2024, là, que les gens, ils donnent 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, là. Hey, c'est beaucoup de temps, là. Hey, c'est un épisode de Stats, là, ou d'Indéfendable, là, selon les religions de télévision. Mais tu sais, ça coûte combien un épisode d'Intouchable sur TVA? Mais toi, on t'a donné ce temps-là d'attention. Tu vas faire quoi avec ça? Et donc, pour moi, l'idée de se pencher sans devenir fou, là, l'idée, c'est pas de réfléchir pendant 8 heures, là, tu sais, sur ce que les gens en face de nous, ils pourraient avoir dans la tête, mais c'est au moins de se poser la question, tu sais, il en est où ce client-là? Personnellement, la compagnie comment elle va, l'industrie comment elle va, pourquoi ils m'ont appelé moi, tu sais, ils auraient pu appeler plein d'autres gens. Juste se poser les questions, puis de faire des suppositions. Tu peux te tromper de suppositions, c'est pas grave, mais au moins, tu auras fait le travail d'empathie, puis ça va se sentir.
Est-ce que c'est un travail que tu fais avant même la première rencontre? Donc, disons que tu t'es fait contacter par courriel. Est-ce que c'est un travail de recherche que tu fais sur la personne avant même cette première rencontre ou est-ce que tu utilises la première rencontre justement pour investiguer un peu plus sur la personne qu'il y a devant toi? Ben, disons qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'excuses, tu sais, pour... aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer un inconnu total. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est vraiment un inconnu, là, ça se peut que ce soit un espion, parce que, tu sais, s'il n'a pas de page LinkedIn, s'il est nulle part dans l'annuaire de la compagnie ou quoi, c'est que c'est vraiment mystérieux, tu sais. Et en fait, il y a deux portions que je pourrais avoir comme réponse. Moi, il m'est arrivé de me planter royalement parce que j'avais pas fait mes devoirs, tu sais, de pitch. Puis ça vient de mon passé de publicitaire, si tu veux, j'y reviendrai. Mais tu sais, il y a une portion où tu vas à la confiance, c'est en gros. Mais je trouve quasiment que c'est de la politesse. Les gens, ils t'invitent chez eux, ben, tu vas regarder un peu l'adresse, tu vas regarder, je sais pas, pourquoi t'es là, pourquoi, tu sais, c'est pas grand chose, c'est d'aller voir un site web, d'aller, je sais pas, regarder sur LinkedIn, la personne, elle est là depuis combien de temps, c'est quoi son background, est-ce que c'est une VP innovation, mais qui a un background d'ingénieur, ou bien background financier, ou bien background marketing? Ça peut mener à des scénarios quand même de présentation très différents. L'idée, c'est de s'intéresser. C'est pas grand-chose là. Tu sais, en fait, c'est comme de la politesse. Là. Tu sais, c'est d'être bien élevé, c'est de s'intéresser un peu. Maintenant, la raison pour laquelle j'avais ce mauvais pli là, c'est que je viens des agences de pub. Puis en agence de pub, il y a comme une sorte de relation, tu sais, c'est comme les animaux là avant la copulation, tu sais qu'il y a une danse, puis qu'à un moment donné, il y a un animal qui va faire comme ça, puis l'autre il va faire comme aïe aïe, c'est ça que je voulais voir. C'est un peu ça. Il y a un jeu où le client se met un peu dans la position peut-être du receveur, puis tu sais, il regarde les belles présentations, tu sais, c'est un peu The Bachelor, tu sais un peu. Puis devant, il y a plein de gens qui vont lui faire un numéro pour l'impressionner, tu sais, regarde mon portfolio, puis tu sais, regarde mes lions à Cannes, puis quand, mettons, la relation est nouée, et ben là, tout se base sur la conviction de la personne. Fait que quand tu es un directeur ou une directrice de création, ton boulot, c'est d'être convaincu, plus que tout le monde dans la pièce, que ça va marcher, puis trust me, là, tu sais. Et toute la relation est basée là-dessus. Je l'ai pratiqué pendant des années, même si c'était pas tout à fait naturel pour moi au départ, mais je l'ai vraiment pratiqué, puis j'ai aimé ça beaucoup. Et quand tu sors de cette relation-là, tu t'aperçois que dans la vraie vie, les pitchs, ça fonctionne pas comme ça. Dès qu'il y a une phase plutôt émotive, comme je viens de décrire, mais il y a aussi une phase rationnelle qu'on oublie beaucoup dans les métiers de la créativité. Il y a une phase un peu logistique, il y a une phase de rassurer le client sur comment on va l'emmener, comment on va expliquer les choses à son boss, etc., etc. Donc, c'est ça. Moi, je venais de ça, puis je devais réapprendre un petit peu à marcher, là, tu sais, pour pitcher mes idées. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a tout un côté théâtral et émotif Ouais. qui fonctionne jusqu'à un certain point, mais qui n'est pas complet. Il fonctionne, puis il peut être complet dans un monde qui a l'habitude de ça. Tu sais, les agences, les boîtes de design, j'imagine en architecture, c'est pareil. Il y a une portion comme ça, émotive, mais où tu t'attends quand même à une sorte de confiance incarnée, tu sais, dans la personne qui porte le projet devant toi. Puis je suis pas contre ça, enfin vraiment c'est quelque chose que je cultive encore, mais un peu justement, je vais revenir à l'exemple de mes architectes. À un moment donné, une fois que tu as pitché le building qui va être comme ci ou comme ça, il va falloir expliquer où est-ce qu'on passe les fils, comment on ferme les rues, comment on va gérer les travaux. Et ça fait rarement partie du pitch dans ce que j'ai vécu avant en agence. Puis aujourd'hui, ça fait constamment partie de mon pitch. Tu sais, Perrier Jablonski est une boîte difficile à pitcher. Fait que quand les gens arrivent à nous, il y a une portion où je vais leur expliquer en fait la logistique de Perrier Jablonski. Ça va être quoi les étapes de travail? Et c'est beaucoup plus ça qui l'emporte. On n'a pas de portfolio, on n'a pas de réalisation. Je peux pas montrer qu'est-ce que j'ai fait comme genre de stratégie pour tel ou tel client. D'abord, c'est très souvent confidentiel. Puis ensuite, c'est jamais aussi glamour qu'un 30 secondes télé qui est passé au bye-bye. Fait qu'il faut trouver un autre argument, et cet argument-là, moi, je le trouve rationnel. Et c'est là où c'est pas méchant que j'ai dans mon ADN un peu de mathématiques et un peu de poésie, parce que ça va être un mélange des deux. Parce que
il va falloir expliquer un petit peu l'envers du décor de comment est-ce qu'on a des idées, comment on développe une stratégie, et tout ça, il va falloir l'expliquer. Il faut expliquer nos tours de magie et voilà, il faut expliquer un petit peu la mécanique, la physique, la mathématique derrière une idéation. Puis c'est un peu comme ça qu'on a découpé Perrier-Jablonski à un moment donné. On a séparé les ethnographes qui ont le boulot de la curiosité, c'est de l'empathie, de la découverte. Il y a ensuite le travail intellectuel à proprement parler, puis il y a aussi le co-design, la collaboration avec le client qui est indispensable. Et là-dedans, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup des RH, il y a beaucoup de tout ce que tu veux. Et ensuite, il y a le livrable. Et là, c'est vraiment de la formulation. Donc, c'est des skills uniquement rédactionnels de comment tout ce qui est dans ta tête, là, ou dans la tête des clients, ou dans la tête de tous les gens qui étaient dans la pièce, comment tu transformes ça en un document stratégique qui va servir de guide pour n'importe qui était là ou qui était pas là. Fait que c'est ça. Je trouve que ça aide un peu le background à la fois un peu émotif, mais aussi très cartésien. Je veux revenir à la phase de découverte parce que je m'attendais pas du tout à voir la pyramide de Maslow dans ton livre. On a tous été exposés là, à la pyramide de Maslow quelque part dans notre cheminement scolaire. Donc, juste pour rappel, on a le besoin physiologique, le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement. Toi, tu as amené deux besoins qui ont, je ne sais pas, été perdus avec le temps ou qui ont été écartés de la pyramide qu'on connaît. Donc, le besoin d'apprendre et de comprendre et le besoin d'esthétique. Disons que je suis un stratège là, pour une boîte de pub. Comment est-ce que j'utilise la pyramide de Maslow pour me préparer à une rencontre client? OK. D'abord, cette histoire-là est incroyable. Maslow, on est en 44, donc ou 43, me dirait Alex, ou inversement. Puis Maslow écrit sur la hiérarchisation des besoins et des motivations, et immédiatement, son papier est publié partout, et c'est comme genre une sorte de découverte. C'est comme si on venait de faire une découverte énorme. Et il n'était pas terminé, ce papier-là. Lui-même a continué ses recherches quasiment jusqu'en 1970, quand il est mort. Puis sa pyramide, parce qu'elle a pris la forme d'une pyramide dans les années 60 à cause d'un consultant, ce qui a du sens quand même là, dans la forme, mais peu importe. Il va lui apporter des touches de modification. Et nécessairement, on a tous les mêmes besoins physiologiques. On a des besoins de sécurité qui se ressemblent. Puis là, dans l'estime de soi, on va avoir des besoins différents selon notre personnalité, etc., etc. Puis ensuite, dans la reconnaissance ou l'estime, etc., etc. Bref. Quand tu lis l'original de cet article-là, qui a été publié dans le magazine de psychologie aux États-Unis, il nomme ces besoins-là, mais il dit lui-même qu'il n'arrive pas vraiment à les classer. Puis c'est sûr que ça pouvait paraître un petit peu anecdotique à l'époque. Mais il va quand même y travailler lui-même plus tard. Donc, en fait, ce que je regrette, c'est que à aucun moment on est mis à jour cette pyramide-là dans le livre des enfants. Ma fille l'a appris en 5e année de primaire. C'est dommage qu'en primaire, on n'enseigne pas aux enfants que le besoin d'apprendre est un besoin fondamental. Et le désir d'esthétique, tu sais, juste comment ça se fait qu'on est mieux dans, je sais pas, une pièce là où on a fait de la déco. Pourquoi on fait de la déco chez nous? Pourquoi les entreprises investissent dans des beaux bureaux? Ça pourrait être beaucoup plus fonctionnel que ça, mais il y a des besoins qui n'ont jamais été en fait répercutés dans les versions, dans les bouquins de sociologie. Donc en gros, et de psychologie, en gros, c'est sûr que je vais pas prendre une demi-heure avec toute mon équipe en disant on a un client en face de nous, Maslow, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir là-dessus, blablabla. Sauf que dans nos stratégies, par exemple, si tu fais la stratégie d'un concessionnaire automobile ou d'un aéroport, ben, tu vas devoir aborder absolument. On reprend l'exemple du concessionnaire automobile. Ben, si t'es un concessionnaire, il va falloir penser, y a-t-il une cuisine, un café, des toilettes, où les gens ils peuvent. Ça, c'est besoin de base de Maslow, physiologique. Ensuite, la sécurité, c'est en automobile, la sécurité, c'est hyper important. Ensuite, l'estime de soi, est-ce que ce brand-là, tu es fier de rouler dans ce char-là? Est-ce que l'appartenance, est-ce que tu es dans un club? On pense à la Civic Nation qu'il y avait quand j'étais plus jeune. Tu des gens qui se reconnaissent, comme tu peux le voir avec les conducteurs de Tesla aujourd'hui, qui font partie un petit peu dans leur tête d'un club select. Bref, puis de l'auto-actualisation, tu as des gens qui sont la meilleure version d'eux-mêmes, fait qu'ils vont prendre leur vélo, ou qui est un statement, derrière le choix qu'ils ont fait. Il y a une pyramide de Maslow derrière l'achat d'une voiture. Et c'est hyper intéressant parce que là, je viens de le faire, c'est pas juste, là, je viens de le faire en 10 secondes.
si on prend du temps avec une équipe de sociologues, puis qu'on regarde comment les gens magasinent ça, on va savoir peut-être quel argument amener à quel moment en fait du parcours des gens qui sont en face de nous pour répondre à leurs attentes, pour répondre à leurs besoins ou à leurs motivations tout simplement. Fait que oui, c'est un outil qui a une énorme valeur. Ouais. Puis le besoin d'apprendre et de comprendre, est-ce que tu l'appliques au client qui est devant toi ou est-ce que tu l'appliques au consommateur final? Donc, est-ce que dans une présentation, tu veux t'assurer d'apporter des éléments d'information qui vont éduquer le client qui est peut-être, je sais pas moi, la gestionnaire de marque, ou est-ce que tu projettes plutôt ce concept-là vers le consommateur final qui va utiliser le produit ou le service? OK, mais je vais te le dire simplement. Nous, chez Perrien Jablonski, tu n'as pas le droit de faire un meeting où le client va pas apprendre quelque chose. C'est interdit. En fait, ça se peut même pas. Pourquoi? Parce que souvent, nous, on sait chez Perrien Jablonski que c'est pas c'est pas tout à fait le même solfège qu'ailleurs. Et que donc, on a des outils, que je vais mettre un grand mot, là, mais des outils intellectuels, ce qu'on vient de parler, Maslow, qu'il va falloir qu'on aborde avec des clients. Ça fait qu'il faut qu'on s'assure que eux, pour évaluer notre travail, qu'ils aient exactement les mêmes outils intellectuels que nous. Il faut qu'ils puissent nous challenger en disant, ben regarde, là, tu as fait un ACCC, là, ambition, conviction, crédibilité, credo. Moi, je suis moins... Tu sais, qu'on puisse rapidement avoir une conversation sur le contenu. Donc, le contenant, il a fallu le partager. Et l'idée d'avoir fait, en fait, une plateforme que j'ai codée pour Perrien Jablonski, tu sais, de partage d'articles, ça a été aussi pour ça. Ça a été pour dire, salut client, on se connaît pas encore, mais voilà les trucs qu'il faut que tu connaisses. Et puis, les trucs que, une fois que je t'en ai parlé dans un meeting ou, tu sais, dans une conférence, mais tu vas repartir avec ces articles-là, tu vas pouvoir passer du temps à les lire, tu vas pouvoir passer... Donc ça, c'était avant le bouquin. Là, maintenant, le bouquin peut servir à ça. Mais il y a plein d'autres concepts qu'on a dans nos bagages puis qui sont pas dans le bouquin. Et voilà. Donc pour moi, c'est hyper important que les clients aient ça dans les mains. Maintenant, il est évident qu'aujourd'hui, à notre époque, quand tu parles à une marque qui va parler à des clients, ces clients-là ont aussi ce besoin d'apprendre et de comprendre. Puis il appelle ça aussi le désir d'enquête, qui est un mot que j'aime beaucoup. Mais on le fait tous quand on magasine un char. Encore une fois, on va faire une enquête. On va se demander est-ce que c'est vrai que Tesla, c'est moins efficace l'hiver, est-ce que je suis obligé de couper mon chauffage? Fait que là, on va commencer à regarder des tutos. Ça prend pas nécessairement une forme académique, ça c'est super important. Ça peut être du divertissement, mais obligatoirement, les gens y ont fait leur devoir pour les achats qui sont impliquants pour eux, puis où ils ont vu des notions à décoder, là, des affaires cognitives. Mais en tout cas, ils vont faire une démarche pour certains achats et il faut que tu sois là. Tu expliques à la page 30 de ton livre qu'un client ne décide jamais seul, qu'autour de lui ou elle, là, il y a tout un écosystème. Ouais. Comme première couche, on a le client en soi. Donc là, Ouais. on a parlé d'empathie, de curiosité, de faire nos recherches, de s'assurer d'avoir au moins une idée de ses compétences techniques, de son degré de connaissance dans le sujet qu'on va aborder. Ouais. Ensuite de ça, il y a une série d'autres personnes dans son écosystème. Ouais. Qui est-ce que je dois prendre en considération et jusqu'à quel point je dois faire mes recherches? Puis jusqu'à quel point ça vaut la peine? Parce qu'on s'entend, c'est aussi du temps investi. Donc, dans tes expériences à toi, jusqu'à quel point ça vaut la peine de creuser sur l'entourage de cette personne-là pour s'assurer d'avoir une rencontre ou un pitch qui a du succès? Alors d'abord, ça, c'est la théorie de l'écologie du développement humain de Yuri Bronfenbrenner. J'ai changé les termes parce que c'est des termes vraiment un peu repoussants. C'est l'ontosystème, exosystème, etc., etc. Mais en fait, une fois que tu l'expliques comme tu l'as fait, c'est super bien fait. T'expliques qu'on est tous dans un choix. Il y a ce que moi je peux faire. Je suis capable de magasiner un char, là, je suis capable avec ma calculatrice, de savoir mon crédit, comment je vais payer ça, puis mes besoins, etc., etc. Mais à un moment donné, je vais retourner à la maison, puis ma blonde, elle va me faire « Aïe, yark, tu vas pas acheter ce char-là, tu sais. » Mes enfants vont faire comme « Ah non, tu sais, on n'aime pas cette voiture-là. » Mes voisins qui ont toutes des bornes électriques, là, si je m'achète une voiture à essence, je suis-tu... puis j'exagère, là, je vais-tu être rejeté par mes voisins, tu sais. Dans les médias, c'est quoi l'ambiance, là, tu sais, est-ce que au Québec, on est plutôt... avec une énergie verte, fait que il y a plein d'incitatifs à dépenser de l'énergie.
Fait que je vais être entouré, en fait, je vais être tiraillé par plein d'influences, ce qui fait que ça dépend qui t'es. Hein. Il y a des gens qui font comme, garde, moi, c'est ça que j'ai décidé d'acheter. M'emmerdez pas, c'est moi qui achète ça. Bon, mais on est tous, en fait, des confluences, je vais le dire comme ça, d'influences, là, des mélanges qui font que, pour moi, c'est un outil absolument génial. Puis je vais te donner encore une fois un exemple de Paris Jablonski. Tu sais, je partage beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur mon LinkedIn, par exemple. Parce que ça, je sais qu'à un moment donné, dans une conversation, quelqu'un qui va dire à quelqu'un, ah, bah, tiens, moi, j'ai travaillé avec Benjamin. Ah, bah oui. Tu sais, j'ai vu un article. Puis, il faut avoir programmé ça un petit peu, tu sais. Fait que quand je fais ça, je m'assure d'être dans quasiment le métasystème qui est le plus large, peut-être dans les médias, etc., etc. Mais c'est sûr qu'on fait... on va beaucoup plus utiliser l'outil de Jacques Nantel, là, tu sais, sur comment tu fabriques un choix. Tu sais, c'est vraiment une portion que j'aime beaucoup. Dans l'implication, dans les informations que ça prend pour faire un choix, etc., etc. Avec ça, nous, on fait des scripts. Vraiment, même au niveau de l'ethnographie, on peut dire, ben, les gens, ils ont 2-3 chemins qui mènent à toi. Et ça, c'est sûr que tu pourrais le répliquer dans Urie Bronfenbrenner, dans l'écologie du développement humain, où tu vas voir que, effectivement, la personne qui est en face de toi, elle n'est pas la seule à choisir. Tu sais, je vais te donner un exemple simple. Si tu décides de refaire de la peinture chez vous et que tu as choisi d'acheter de la peinture Sico, tu vas arriver au comptoir de Rona, puis le vendeur de Rona, il va te dire, hey, si j'étais toi, là, j'achèterais la marque maison Rona parce que c'est exactement pareil que Sico. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas comme consommateur, mais je viens juste de lui donner les clés de mon choix, là, puis c'est lui qui va décider à ma place. Donc, t'imagines dans les influences que tu as nommées de Urie Bronfenbrenner, à quel point tu t'es rendu le plus loin possible avec tes compétences personnelles. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qui va overrider ces compétences-là, puis qui va dire achète pas ça, achète ça. Et qui va décider à ta place. Et on n'a pas le contrôle surtout. Non, c'est pour ça qu'en tant que marque, c'est important de faire au moins l'inventaire. Moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est devenez pas fou avec ces outils-là parce qu'on peut théoriser longtemps, là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, you know what? La personne qui va venir, en ce moment, on travaille pour une PME québécoise qui vend des portes et fenêtres isothermiques. Mais, il y a 2 personnes qui rentrent, monsieur, madame. À qui tu parles? Tu parles-tu à monsieur? Parce que dans ta tête de monsieur, c'est un monsieur qui va, ou tu parles-tu à madame parce que c'est madame qui a l'idée, le projet maison. C'est niaiseux, mais c'est juste se poser la question, comment on traite toutes ces strates-là, puis y a-tu une stratégie marketing pour chacune de ces publics cibles-là? Je penserais pas parce que c'est exagéré, mais au moins de savoir que les gens sont pas seuls à choisir, c'est déjà beaucoup. Je te donne une mise en contexte. Je me fais inviter chez un client, c'est une gestionnaire de marque, donc c'est sur mon point de contact, là, les conversations que j'ai eues, c'est avec cette personne-là. J'ai préparé ma rencontre en fonction de cette personne-là. J'ai appris à la connaître du mieux que je peux. Et j'arrive le jour de la rencontre. Elle se présente et 3 autres personnes qui débarquent dans la salle. Directrice marketing, une stagiaire et un consultant externe qui les accompagne là, dans, je sais pas moi, le repositionnement de leur marque. Ouais. Est-ce que je viens de me faire avoir ou est-ce que je dois restructurer tout d'un coup tout mon discours? Est-ce que j'aurais pu me préparer? À qui je m'adresse? Puis est-ce que c'est un art ou une science? Aïe, aïe. On dirait vraiment que tu es en train de me tester, savoir si j'ai écrit mon livre. Mais c'est vraiment... Je veux savoir si c'est un ghostwriter ou si c'est toi. C'est tout ChatGPT, moi j'ai rien fait. OK, il y a 2 questions que tu me poses. Tu me poses la question de l'intérêt et le pouvoir variable. Les gens qui sont en face de nous, ils ont un intérêt et un pouvoir variable. Puis ça, c'est le stakeholder analysis qu'on a pris, qui est normalement pas tout à fait utilisé pour les pitchs, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien pour les pitchs. L'idée, c'est que les gens qui ont le plus de pouvoir, par exemple le pouvoir de t'inviter, et puis le pouvoir d'inviter des gens autour d'une table, ça, cette personne-là, notre boulot, c'est d'engager, c'est de connecter avec. C'est, hey, salut Ali, comment ça va? Je suis tellement content. Hey, la dernière fois, blablabla. Vraiment, là, tu milk la relation que vous avez. Ensuite, s'il y a sa boss qui est là, sa boss, elle va simplement vouloir, elle a beaucoup de pouvoir, mais elle a peu d'intérêt peut-être, elle a d'autres problèmes. Ben, cette personne-là, tu vas juste vouloir la rassurer, lui dire, regarde, j'ai vu neiger, t'inquiète pas, on va faire la job. Puis elle va faire ça ou ça, that's it. Puis
je simplifie, là. Tu sais, vous irez lire tout ça, page, je sais pas combien, parce que toi, tu l'as dans les mains. C'est bien expliqué, c'est bien expliqué. Et le stagiaire, lui, il va avoir un appétit d'information que tu vas vouloir nourrir. Donc, tu donnes toutes les informations nécessaires, tu donnes des théories, puis cette personne-là va triper. Pareil pour le consultant, je sais pas tout à fait où le placer là-dedans, mais je le mettrais dans les gens dangereux, là, tu sais, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais beaucoup de pouvoir. En gros, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est sûr qu'on peut identifier chacune de ces personnes-là de la pièce de théâtre que tu viens de nommer, puis faire une stratégie de présentation pour chacun, mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans le fond, le boulot qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire ces 3 trucs-là pour tout le monde. On doit connecter avec les 3, on doit rassurer les 3, puis on doit informer puis éduquer les 3. L'erreur, ce serait de se dire « Ah, je vais donner cette information-là, cette information-là, cette information-là. » Non, à chaque fois que vous avez quelqu'un devant vous, faites ces 3 trucs-là. Faites un travail de réassurance, faites un travail d'éducation, puis engagez. Maintenant, tu me dis que je m'attendais pas tout à fait à ça, tu sais, dans ce meeting-là. J'arrive là, puis il y a du monde autour de la table. Et là, tu poses la question de l'improvisation. La question de l'improvisation, c'est que j'avais prévu que j'allais parler à une personne. J'arrive là, ils sont 4. Je fais quoi? M'en retournes-tu? Ben non. Et ça, il y a un des trucs, Amélie, chez nous, Amélie Geoffroy, elle enseigne l'improvisation à la LNI. Elle est souvent dans les compétitions de LNI, elle est comédienne. Puis elle a apporté beaucoup de cette connaissance-là chez Perry Jablonski sur l'improvisation qu'on utilise dans le milieu des affaires. Pas tant uniquement en termes de prestations orales, mais aussi d'improvisation des affaires aujourd'hui. Il vaut mieux savoir improviser que savoir planifier comme des champions, parce que les planifications, elles durent plus vraiment longtemps, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde. Fait qu'il faut savoir improviser. Et dans les principes d'improvisation, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est le oui et. Qu'est-ce que ça veut dire oui et? Ça veut dire d'accepter ce qui se passe. Si Ali, tu me dis, mettons qu'on fait du théâtre d'improvisation tous les deux, puis tu me dis, Gaëtan, regarde, il pleut dehors. J'ai pas le droit de dire, ben non, Ali, voyons non, il pleut pas, il fait beau. J'ai pas le droit de faire ça. Je suis obligé d'accepter la proposition que tu me fais qu'il pleut. Puis là, je vais bâtir là-dessus. Fait que, si là, tu avais commencé à me parler tantôt, puis tu switches en anglais, ben, c'est sûr que je m'attendais pas à ça. Fait qu'il risque d'y avoir un petit stress en moi. Mais si je fight ça en disant, comme, mais voyons donc, il m'avait pas prévenu, puis là, je fais comment, là? Il faut que j'oublie ça. Il faut que je me dise comme, hey, c'est en anglais? Parfait. Bon, tu sais, ça va venir avec un accent gratis, là, mais ça va être en anglais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si vous êtes 8 au lieu de 1, ben, c'est pas un drame. Si tu es dans une salle avec de l'écho, alors que tu pensais être ben cosy, s'il n'y a pas de projecteur, alors que tu comptais projeter, si ton ordi fonctionne pas, tout ça, tu vas avoir de l'impro à faire dans un pitch. Donc, il faut se préparer pour la phase qu'il faut se préparer, mais il faut aussi se mettre dans un état d'esprit que ça va pas se passer comme tu veux. Parce que ce contrôle-là, ce désir de contrôle-là va se retourner contre toi. C'est comme si tu voulais monter une pièce de théâtre, puis que tu te dises, ainsi, j'espère qu'il y a personne qui va être en retard dans ma pièce de théâtre, ou qu'il y a personne qui va éternuer, là, parce que si c'est ça, ben là, ça va complètement me mélanger. Faut qu'on soit élastique. Donc, il y a une partie préparée et une partie improvisée. Donc, il faut laisser de la place pour cette improvisation-là et que quasiment, on ait un plaisir à jouer avec la salle, à faire du crowd work un peu, tu sais. C'est ça que tu vas vivre dans un pitch. Je t'écoute, puis je peux pas empêcher de penser que c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup où il faut avoir un côté analytique, un côté théâtral, il faut être capable d'improviser tout d'un coup. C'est quelque chose qui s'apprend, l'improvisation, ou c'est au fil des expériences, selon toi? Non, ça s'impro. Vraiment, il y a des cours d'impro. Hein, vraiment, tu peux apprendre à improviser, mais c'est vrai que l'expérience, tu sais, j'ai des cheveux blancs là, fait que ça aide. Ça aide parce que tu sais qu'au final, il y a rien de grave là. C'est sérieux là, dans notre métier, Ali, il y a personne qui vient d'ouvrir une colonne vertébrale là, ou opérer un foie ou changer un rein là. Tu sais, on s'en fout même. Tu sais, si on perd un pitch, tough luck, tu sais, on gagnera un autre. Qu'est-ce que je te dise? Fait que déjà, si on s'enlève ce poids-là, et si on se dit, tu sais, moi, je cherche des clients qui nous ressemblent, ou il y a quelque chose qui va se ressentir, il y a quelque chose. Éric Bujold, qui a écrit ma préface de Banque Nationale 1859, ça l'énervait souvent parce qu'il me disait comme, toi, tu es dans l'anti-pitch. En fait, toi, tu fais tout pour que les gens viennent à toi, puis même quand ils viennent à toi, tu continues à pas pitcher, mais à donner envie.
J'ai mon ancien boss, Sébastien Fauré, qui disait un truc très juste. Il disait, on a réussi notre job quand on travaillait sur Toyota, puis il disait, une Toyota, ça se vend pas, ça s'achète. Il faut que tu veuilles ce véhicule-là. Et j'avoue qu'il y a quelque chose là-dedans, un peu de magnétique. Tu sais, quand tu fais ton boulot, tu sais, moi, je pense pas à tout ça, là, tu sais, quand je pitch. 0 pin bar. Mais j'ai quand même tout ça en arrière de moi. Tu sais, j'ai des mécaniques pour répondre aux questions, j'ai des mécaniques pour argumenter, mettons que j'ai des questions ceci ou cela. Mais des fois, souvent, ça marche pas. C'est comme tout le monde. Des fois, il n'y a pas de connexion, ou tu dis, excuse, je me suis peut-être mal présenté, mais il m'est arrivé de dire à un client, j'avoue que c'était assez présomptueux, là, puis on était tôt dans Perrin Jablonski, puis il me dit, finalement, j'ai choisi quelqu'un d'autre, fait que, je fais, hey man, c'est moi qui m'excuse parce que j'ai pas de concurrent. Fait que si tu as choisi quelqu'un d'autre, j'ai du mal à expliquer ce que je faisais dans la vie. Puis, c'est pas arrogant, là, je le pensais vraiment, Perrin Jablonski a pas de concurrent. Fait que si tu as choisi, de travailler avec une agence de pub au lieu de, c'est que t'as pas compris, puis si t'as pas compris, c'est ma faute à moi, je l'ai mal expliqué. Je t'ai pas bien expliqué ce que Perrin Jablonski faisait dans la vie. Fait que dans le fond, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est un peu comme, tu peux pas avoir tout ça en tête. Tu sais, si tu fais du théâtre, tu peux pas dire, oh là, il faut que je me déplace là, il faut que je lève mon bras, là, il faut que je me rappelle de la phrase, là, il faut que je regarde les gens dans les yeux. Tout ça, tu le fais avec naturel. Et l'expérience, ça te donne une certaine aisance. Tu te dis comme, quoi qu'il arrive dans la salle, là, on va passer une bonne soirée quand même, puis je vais pouvoir rebondir là-dessus, puis je vais pouvoir continuer mon texte pareil, puis ça va bien aller. Là. Le storytelling, c'est probablement le buzzword qui a perduré le plus dans le temps, là, en tout cas de ce que je me souviens. Ouais. L'humain raconte des histoires là, depuis des milliers d'années. Donc, parfois avec des dessins, parfois avec des mots écrits, parfois avec des paroles. Puis, j'ai l'impression comme être humain, on a à la fois besoin de raconter et on a besoin aussi d'entendre là, des histoires. Donc, c'est une pratique qui est là depuis toujours. Ouais. Est-ce qu'on a évolué pour être des bons raconteurs d'histoires ou est-ce qu'on est médiocre en quelque sorte dans cette pratique-là? En fait, d'abord, on s'est fait voler l'idée par les Américains, comme comme souvent. Eux, ils ont mis un terme qui était le storytelling. Je déteste ce mot-là. Je sais, mais voilà, j'ai un problème avec tous les mots de toute façon. Fait que je déteste le storytelling parce que c'est comme si on avait trademarké un truc, comme tu le dis, qui appartient à l'humanité en fait. Puis bien avant les Américains, on a séquencé qu'est-ce qu'était une bonne histoire, quasiment depuis le théâtre classique pendant Richelieu, mais avant ça, le théâtre grec, il y avait des règles, il y avait une manière de raconter des histoires, il y avait des techniques pour raconter des histoires. Donc je trouve ça assez gonflé, mais c'est pas leur faute aussi parce qu'ils ont des mots qui font hot, mais c'est simplement raconter une bonne histoire. On va raconter une bonne histoire, et tu le dis très bien, notre éducation, notre vie n'est faite que d'histoires qu'on nous a racontées. C'est-à-dire que quand tu vas sortir de la maternité, tu vas arriver à la maison, puis on va te raconter ton petit frère, ta sœur, le chat, le chien, puis ta maman qui va te raconter des histoires, il y a ton papa qui va te raconter des histoires, puis on va commencer à t'éduquer en disant faut pas mettre le doigt sur le four parce que ça brûle, fumer des cigarettes c'est pas bien, puis là on va aller à l'école et on va dire tirer les cheveux ça se fait pas, il faut dire merci, il faut dire, et puis on va te raconter des histoires, puis à un moment donné on va te raconter l'histoire de Thalès, de Pythagore, etc., etc. Puis après, on va te raconter l'histoire des Premières Nations, l'histoire du Québec. Puis après, on va te raconter blabla. Notre vie est une succession d'histoires qui font pas seulement notre imaginaire, qui font aussi notre rationnel. C'est-à-dire que nos décisions les plus rationnelles sont basées sur les histoires. Je vais te donner un exemple dramatique. Quand on code les voitures autonomes, on doit les préparer à toutes sortes de situations. Donc, si toi et moi, on doit encoder, on doit programmer une Tesla pour qu'elle roule toute seule, il va falloir qu'on prévoie des scénarios terribles. Et il y a un exemple connu qui existe en intelligence artificielle, où tu mets la voiture devant un scénario où il y a une situation terrible qui s'en vient, puis les deux scénarios A et B sont aussi terribles l'un que l'autre. Si tu tournes à gauche, tu vas frapper une personne âgée, puis tu vas la tuer, mais tu vas sauver une maman et son bébé. Si tu tournes à droite, tu vas tuer le bébé, mais tu vas sauver la personne âgée. Qu'est-ce qu'on fait? Là, toi, tu fais comme, non, attends. On peut pas faire ça. Si, moi, il faut que je programme cet ordinateur-là. Je fais comment? La réponse est culturelle.
il y a des cultures, il y a des pays où on va te dire une personne âgée, c'est sacré, on n'y touche pas. Nous, au Québec, là, de toute façon, on les tue dans les CHSLD, fait qu'on s'en fout un peu. Je devrais pas dire ça. Très dramatique. Nous, on dit, on va protéger le bébé et on va tuer la personne âgée parce que c'est comme ça dans la culture plutôt occidentale. Fait que tout ce que je veux te dire, c'est que il y a des choses qui nous paraissent complètement logiques, cartésiennes et qui viennent quand même de notre culture, donc des histoires qu'on nous a racontées. On est fait d'histoire et on a besoin d'histoire. Je vais même aller plus loin. Si on te raconte pas d'histoire, tu vas te raconter une histoire. Je raconte l'expérience de Heidel and Simmel dans le bouquin qui est absolument génial, où en 44, on a monté un petit dessin animé à des participants, fait avec des triangles, des ronds, puis des traits. Puis tout le monde a raconté des histoires. Tout le monde dit, ce que je vois, c'est une maman qui essaie de protéger son enfant, puis un monsieur qui essaie de taper la maman. À aucun moment, personne n'a dit, c'est des triangles, puis des ronds, puis des traits qui se promènent sur l'écran. Personne n'a dit ça. Aussi, les gens, ils ont interprété le gros triangle, il est méchant, puis le petit triangle, il est gentil. Fait que dans le fond, c'est irrépressible chez les humains de se raconter des histoires. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que toi, t'es mieux de contrôler ton histoire parce que les gens en face de toi, si tu le fais pas, ils vont s'inventer une histoire. Et ça se trouve, c'est pas l'histoire que t'aimerais. Fait qu'il vaut mieux contrôler cette histoire. Je vais te lire mon histoire. Yes. En fait, ça vient de ton livre. Je vais lire un segment de ton livre. T'écoutes. Salut. J'ai travaillé chez Google et là-bas, j'ai appris des choses qui vont multiplier vos ventes par 10 au minimum, par 20 même. Chez Google, on avait des méthodes fantastiques qu'on va appliquer ensemble. Et en tant qu'ancien de Google, je peux vous garantir qu'on va avoir du fun. Comment tu trouves mon histoire? Elle est bien, sauf qu'elle parle de toi puis qu'on s'en fout de toi, en fait. C'est pas méchant, mais en gros, ce qui est agaçant dans ce genre d'histoire-là, puis il y en a plein, tu sais, j'ai jamais travaillé chez Google, je suis un grand mythomane, je raconte beaucoup d'histoires dans le bouquin, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent on a tendance à vouloir raconter sa propre histoire à soi, et c'est pas tout à fait ça qu'on demande. En fait, ce qu'on demande, c'est comment t'as une bonne histoire, comment elle va impacter l'utilisateur final ou le client. Fait que, encore une fois, cette histoire-là, souvent, on a tendance à raconter notre propre histoire. Alors, dans le fond, on doit raconter l'histoire d'un problème à régler ou l'histoire. Puis Pixar nous offre une sorte de script un peu qui peut nous aider là-dedans. Mais c'est ça. On a besoin de raconter l'histoire des gens en face de nous, du client final, de l'usager final. Et c'est là où notre histoire va prendre tout son sens. D'ailleurs, les films de Pixar ou les films de Disney raconte un peu notre histoire collective. Ça raconte un peu l'histoire des humains de leur époque, et c'est pour ça qu'ils résonnent. Fait que il y a quelque chose d'important là-dedans. Fait que ce serait quoi les composantes d'une bonne histoire dans ce cas-là, si ça c'est un mauvais exemple, puis si c'est centré sur moi-même, même si moi, écoute, je le lis puis je me dis, écoute, je suis en train de montrer mon expertise et mon expérience. C'est pas faux, mais il y a quelque chose il y a quelque chose d'agaçant là-dedans qui est que toi, tu as une sorte de connaissance un peu divine qui vient de Google et que toi. Si tu me racontais la même histoire en me disant, en fait, ce que tu es en train de me demander, c'est le script un peu de Pixar, le contexte. Qu'est-ce qui arrive tous les jours, et puis il y a un élément déclencheur qui arrive là-dedans, il y a une conséquence dramatique, et puis ça prend une solution, puis cette solution-là, elle arrive à une situation un peu désirée, en fait. Donc c'est un peu ça le script, mais on va vouloir que l'histoire que tu racontes chez Google, elle soit peut-être une partie de ça, parce qu'on aime cette expertise-là, mais c'est comment tu vas la raconter pour que à la fin, ça déteigne sur l'utilisateur final, sur le client. Donc, c'est de ne pas centrer l'histoire autour de nous, mais plutôt de rendre le client en face de nous un peu le héros de cette histoire-là. C'est rarement intéressant, les gens qui racontent leur vie. Je dis rarement parce que des fois, it makes sense. Mais la plupart des histoires de la Silicon Valley qu'on a lues, là, qu'on a, tu sais, le Google qui est né dans un garage, etc. Toutes ces histoires-là sont fausses, ont été inventées après. Et des fois pour le mieux, en fait. Je dis pas qu'il faut mentir, mais je dis que le besoin d'histoire fait que t'es mieux de romancer un peu l'histoire de ta compagnie que de dire tu sais, je m'emmerdais un peu, là, je suis parti d'une compagnie, fait que tu sais, je fais-tu rêver, pas vraiment.
Mais il y a certainement un juste milieu. Les Américains sont obsédés par ça, et aussi ils sont obsédés par les garages. Je pense que je vais écrire un article sur les portes de garage. Il faut savoir que Google a jamais été créé dans un garage. En fait, le garage qu'on a identifié comme étant là où était né Google, c'est la boîte faisait déjà 10 millions de dollars de chiffre d'affaires quand ils sont allés en fait prêter de l'argent à une de leurs VP qui avait de la misère à rembourser sa maison. Ils ont prêté de l'argent, puis ils ont pu depuis raconter cette histoire-là, qui est n'importe quoi. Mais encore une fois, il vaut mieux qu'on ait une petite histoire à raconter, le fun. T'sais. Mais ce que tu dis, c'est que c'est mieux d'avoir une bonne fiction que d'avoir une réalité qui est plate. Puis ça, je le prends un peu de ton livre. Là. Un peu, mais honnêtement, je pense qu'avec un peu d'imagination, on peut rendre n'importe quelle histoire racontable. Il y a nécessairement quelque chose d'intéressant. Puis ça, c'est un peu notre boulot à nous, là, de faire ça. C'est de trouver à travers... Check le nombre de documentaires qu'on peut se taper sur des trucs où au départ, tu aurais dit comme, man, je sais pas si ça m'intéresse tant que ça. Sauf qu'il y a une manière de raconter les histoires qui vont la rendre super intéressante. Donc, c'est notre boulot. C'est notre boulot de raconter une histoire. Est-ce que tu trouves que les marques font une bonne job ces temps-ci pour raconter des histoires ou est-ce qu'on est pogné un peu dans un style de publicité très, très traditionnel qui ne connecte pas nécessairement? Ben, il y a encore quand même des bonnes pubs. Hein. Il y a quand même beaucoup de... Je vais dire beaucoup. Il y a assez de bonnes pubs pour qu'on n'aille pas ça complètement. Mais on est quand même dans une époque que je pourrais, grosso modo, un peu conservatrice peut-être. Les organisations ont peur. Les gens en place au marketing ont peur. Il y a à la fois une sorte de tentative de vouloir faire d'autres choses, d'être innovant, de trouver des nouvelles manières de faire. Mais à tous les étages, conseil d'administration, il y a quand même une sorte de peur. Mais pour te donner un peu d'espoir, je pense que ça fait trop longtemps qu'on a peur. Là. Ça fait 4 ans, là, la COVID. Là. À un moment donné, je pense qu'on commence à voir... Ben, je sais pas, je le dis, je pense que c'est éditorial. Je pense que c'est une histoire que je m'invente, là, mais j'aimerais ça que ce soit vrai, que ce soit vraisemblable, que les gens se disent, c'est quoi, on va sortir de nos bunkers, puis tu sais, genre... On ne sait pas ce qui va arriver. On peut-tu être meilleur à improviser puis avoir du fun là-dedans plutôt que d'attendre des conditions parfaites pour faire la campagne parfaite. Ces conditions-là, en fait, n'ont jamais existé. Et on a tendance souvent à romancer les années 80, les années 70 de la pub, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a eu une époque meilleure qu'une autre. Peut-être, je sais pas. Moi, je pense que on vit une époque absolument incroyable. Là, sur la technologie, on parle, toi et moi, souvent de ChatGPT, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je trouve que c'est une époque absolument incroyable. Et puis, on peut mettre des lunettes brunes puis trouver cette époque-là super épeurante, super angoissante. Puis les deux, on aura raison. Mais tu sais quoi? Cite-moi un autre moment dans l'histoire où tu aimerais être téléporté. Moi, je connais pas de moment dans l'histoire où j'aimerais être téléporté. J'aimerais pas être au Moyen-Âge. J'aimerais pas être en 1939 qu'on vienne me chercher en disant faut aller fusiller des Allemands. J'aimerais pas être dans les années 70 où il y a 2 présidents américains qui se sont fait shooter dans les années... C'était pas super... Tu sais, ils avaient des attentats terroristes pareils. Je sais pas, moi, j'ai pas d'époque, là. Ah, OK, les années 90, c'était peut-être mieux parce que j'étais plus jeune, mais on traitait les nanas absolument comme de la merde dans les organisations. Ça me tente pas de revenir à cette époque-là. Tu sais, je pense qu'on a une époque où, surtout au Québec, on se pose beaucoup de questions sur nos relations, sur notre identité, puis pas juste collective, aussi individuelle, sur notre passé, avec toute la vérité et réconciliation. Moi, je suis chanceux de faire partie de ce moment-là de l'histoire. Puis dans notre boulot, il y a des nouveaux outils qui existent, qui peuvent démultiplier de manière hallucinante nos livrables, tout ça. Je sais pas, je trouve que c'est difficile de pas aimer notre époque. T'sais. Il y a plein de raisons pour lesquelles elle peut nous faire peur, mais il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on peut se dire c'est une époque géniale. Je suis d'accord. Puis l'accès à l'information, la facilité de se partir en affaires, ouais. les outils technologiques qui rendent les choses beaucoup plus faciles, la capacité de travailler n'importe où dans le monde pour certains types d'emplois. Ouais, c'est fou. Fait que c'est sûr, là, c'est une période excitante. Ça fait, t'as touché un peu à ChatGPT. Ça fait environ, je sais pas moi, 15 mois là, que le grand public a accès à des outils en intelligence artificielle. Ouais. De ton côté, je sais que tu t'intéresses à ça depuis beaucoup plus longtemps. Là, je pense en 2019, tu étais au MIT pour une certification. Ouais. Je suis curieux, là, comment chez Perrier-Jablonski, vous abordez l'IA? Est-ce que c'est pour être plus efficace, plus rapide, plus créatif? Okay. C'est une bonne question. En fait,
il y a plusieurs types d'IA. Pour faire simple, il y a les IA d'automatisation qui, à l'époque, là, mettons, avant ChatGPT, représentaient à peu près 70% du volume de l'utilisation de l'IA. Ensuite, il y avait l'IA qu'on connaît aujourd'hui qui est générative. Et ensuite, il y a l'IA de deep learning qui apprend d'elle-même en allant choisir elle-même des modèles et tout ça, qui est plutôt un côté recherche, etc., etc. Moi, j'ai commencé déjà il y a à peu près, je dirais 7-8 ans. Dès qu'on a été 3-4 personnes, moi, j'avais horreur de faire tout ce qui était chiant, là, mes feuilles de temps, mes kilomètres et tout ça. Donc, on avait une intelligence artificielle d'automatisation qui fonctionne encore aujourd'hui, qui fait automatiquement nos feuilles de temps, qui fait automatiquement mes carnets de bord, et qui accélérait beaucoup. J'ai fait beaucoup de tests là, sur. On vient de présenter une conférence, donc tu envoies le PDF à une machine, la machine repère des choses, puis elle peut former un courriel de remerciement, puis avec des liens vers des articles à lire, par exemple. Bon, tout ça, c'était génial, mais moi, j'avais fini par me décourager juste avant le ChatGPT, parce que il y avait beaucoup de maintenance. C'est génial parce que ça te fait gagner du temps. Je pense à Zapier notamment, mais il y a d'autres plateformes d'automatisation. Mais les API changent. Tu te reviens de bord pendant 6 mois, tu fais autre chose. Les trucs marchent plus. Tu es obligé de revenir. C'est pas nécessairement agréable pour moi, en tout cas. Fait que le gain là était moyen. Puis je me suis vraiment intéressé à Dialogflow, qui était la version un peu de Google Dev là, de ChatGPT. J'ai beaucoup joué avec ça. J'ai passé un été complet. J'avais des ambitions avec ça. Ça marchait pas. En fait, ça marchait pas assez. Et c'était une époque où même les chatbots et tout ça étaient assez reconnus que dans la plupart des cas, ça demandait une intervention humaine. Donc, pareil, il y avait une phase accélérée, mais il y avait une phase aussi ralentie. Puis dans notre cas, ça s'équivalait, fait que, bof. Pour moi, ChatGPT a été une révolution parce que ils ont réglé quand même beaucoup de trucs de back-end. Donc, même si effectivement, tout l'aspect des résultats, faut s'en méfier complètement, là, mais en même temps, il y a un côté magique là-dedans. Il y a un côté hallucinant là, de AI. Je vais donner des consignes en langage humain, là, puis il me répond en langage humain. Fait qu'il y a quand même quelque chose de déroutant un peu là-dedans, mais qui est pour moi super utile. Puis oui, on a des jouets. Un qu'on a rendu public, qui est la machine à pitcher, qui en fait connaît le contenu de mon bouquin et qui fait des recommandations basées là-dessus, tout simplement. Donc ça fonctionne. Mais on a aussi des outils internes pour faire des topos suite à des entrevues, par exemple, ou pour faire des résumés, mais à la Perrin Jablonski, ou pour parfois me partir là, dans des articles. Encore une fois, si j'écris un article par jour, c'est parce que je m'accote aussi quand même sur du ChatGPT, au moins pour de la recherche d'informations, pour parfois de l'architecture. Mais pareil, comme j'ai écrit des articles sur comment écrire des articles, ben en fait, ça me permet de développer une sorte de code sur comment, qu'est-ce que j'attends d'un article, puis le demander à une machine. En fait, tout ça, ces outils-là sont spectaculaires, mais ça implique un truc super important, c'est que tu sais exactement la mécanique intellectuelle que t'attends de la machine. Et ça, c'est rare. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent menacés, mais les gens qui sont accélérés par ça, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, puis qui ont déjà un peu mappé dans leur tête comment ça fonctionnait. Quand j'écris un article, comment je fais? OK, ben je commence avec une idée reçue, peut-être, puis comme trouver peut-être un accident dans cette idée reçue-là, puis peut-être prendre un exemple, puis commencer à le découper, puis faire 3 parties, puis faire 3 sous-parties. Fait que quand tu sais que tu fonctionnes comme ça, tu peux le demander à quelqu'un. Fait que dans le fond, il y a un proverbe là, qui était sur Internet qui se foutait de la gueule justement de l'intelligence artificielle, ou tu sais, qui disait vous inquiétez pas parce que quand les agences ont peur que leurs clients aient plus besoin d'agences, mais pour que l'intelligence artificielle soit efficace, faut savoir ce que tu veux. Donc, on est safe en agence. Nos clients savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Donc, à nous maintenant de savoir quelles sont nos mécaniques intellectuelles, puis qu'est-ce que là-dedans on veut accélérer, qu'on veut automatiser, parce que finalement, on pense que ça a peu de valeur. Puis qu'est-ce que là-dedans, on veut prendre le contrôle en disant « OK, merci beaucoup, tu as fait le début du travail, mais c'est clair que c'est pas intéressant. Il n'y a aucune révélation là-dedans. Il y a pas de... Qu'est-ce que je dois faire, moi, avec mon cerveau? »
Mais je trouve la force et la faiblesse, c'est la prédictabilité, là. Je ne sais pas si c'est un mot. Tu sais un peu qu'est-ce que ChatGPT va te donner en fonction du GPT que tu as créé, justement. Donc, si c'est ça que tu veux, après ça, c'est de le raffiner, justement, puis de s'assurer qu'il y a assez de niveau de détail pour que ça te sorte un résultat qui est intéressant. Mais reste que si tu sais exactement ce que tu veux, comme tu dis, ça peut sauver énormément de temps et être un outil, une super belle valeur ajoutée. Ouais, mais encore une fois, moi, ça m'accélère comme Antidote m'accélère, comme Word m'accélère. Ça m'accélère plus, mais ça fait Antidote écrit pas des articles à ma place, puis Word non plus, puis ChatGPT non plus. Gaëtan, tu as accompagné, je sais pas moi, des centaines de clients. Ouais, 150. Tu as écrit un livre, tu as lancé un GPT, tu écris constamment, tu mets des vidéos en ligne. Est-ce que tu es fier du travail que vous avez accompli jusqu'à présent? Ah ouais, ça c'est une question de psychologue quand même. Je dirais que oui. En fait, ok, il y a un truc qui me rend fier. Avant de partir, Pierre Jablonski, j'ai fait mon ethnographe. Là, je suis allé parler à plein de gens que je connais qui étaient partis en business. Puis j'aurais demandé de me raconter un peu leur histoire. Puis ils m'ont dit, fais jamais ci, fais pas ça, Et à un moment donné, il y a un ami qui m'a dit, tu sais, quand tu pars une compagnie, surtout dans notre industrie, c'est pas toi qui vas choisir ce que tu vas faire. Tu sais, il y a des gens qui vont se dire, ah, ils sont super bons en design, puis tu vas faire du design. Et à un moment donné, j'ai été confronté vraiment à ce problème-là. Il y a un énorme client que je peux nommer, c'est Danone et Arthur que je salue. On avait fait de la stratégie pour eux. Puis à un moment donné, ils m'ont mis devant une sorte de dilemme. Ils m'ont dit, Gaëtan, rendu là, pourquoi tu fais pas la création? Et je fais comme, je sais pas. Puis tu sais, là, j'étais 1 an et demi là, dans Pierre Jablonski, on débutait. Puis je me suis posé la question. Puis là, je parle un peu à mes amis, tu sais, autour de moi. Je fais comme, mais là, tu sais. Puis ils m'avaient proposé un chiffre. Là, tu voyais le chiffre, tu fais comme, ça se peut pas que je fasse autant d'argent. Tu sais, moi, écrire 3 scripts, ça me prenait une demi-journée là. Mais tu sais, c'était comme 3 mois de salaire là, tu sais, pour. Fait que là, je me casse la tête et tout ça. Puis je finis par rappeler Arthur. Je m'en souviens. J'étais en route pour le chalet, il neigeait. J'étais sous la neige. J'étais très mystique comme moment. Je fais, Arthur, je dois refuser parce que ça va tuer Pierre Jablonski. Puis là, il fait comme, ah, t'es fort. Mais on a fait des paris sur ta tête. Il y avait des paris. Il y en a qui pensaient que j'allais embarquer, d'autres pas. Mais c'était vraiment cute, là. C'était tellement bienveillant de leur part, là. Mais honnêtement, c'est ce piège-là que j'ai évité qui me rend fier. C'est que c'est pas l'industrie qui décide ce que je fais parce qu'elle va me faire quelque chose d'identique aux autres. Tu sais, de protéger ce sweet spot-là, puis d'être dans des conditions financières, parce que ça prend ça aussi, où tu peux dire non parce que ce projet-là va t'emmener dans une autre direction. Mais ça, pour moi, c'est un danger d'entrepreneur dans notre industrie. C'est pour ça que tu vois, je renoue avec l'idée d'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment dangereux de faire un truc parce que tu sais que ça va marcher, parce que tu sais que l'industrie attend ça, tout ça. Mais toi, c'était pas ça ton nom. Moi, j'étais obsédé là, tu sais, par l'anthropologie, puis tu sais, je me disais comme ça prend ça. Mais au début, j'ai pas un client qui voulait me payer pour ça. Fait qu'on a embauché quelqu'un, ça a été Sabrina, après ça a été Fred, que je payais de ma poche. Mais pendant 1 an, j'ai jamais eu un client qui m'a donné 1 pièce pour faire de l'anthropologie. Ils en voulaient pas, ça n'existait pas. Sauf que nous, on en a fait en back-end sur chacun de nos mandats. Et à la fin, j'ai pu monter des business cases qu'on avait fait dans le dos de nos clients. Après, ils l'ont su, puis ils étaient bien contents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, 1, j'ai eu la liberté de le faire. 2, c'est pas l'industrie, ils m'auraient jamais demandé ça, l'industrie. Puis 3, aujourd'hui, c'est un truc qui nous différencie vraiment. Et aujourd'hui, c'est pareil pour la technologie, ou ça va être pareil pour la manière qu'on a de donner des formations, ou tu sais, le ton. Tu sais, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Ce que vous avez à dire n'intéresse personne ». J'aurais eu un boss, il m'aurait dit « Appelle pas ça comme ça, c'est pas très sympathique, tu vois ». Et en fait, cette différence-là, cette saveur-là, c'est précisément, tu sais, ce petit courage-là, là, c'est précisément ça qui définit, je pense, Pierre Jablonski, et qui définit n'importe quelle boîte. Tu sais, nos pitchs sont pas si différents que ça. À la fin de la journée, on vend des honoraires à des gens qui ont besoin de conseils pour faire de la com. Pareil pour Sidley, pareil pour Cossette, pareil pour K72, pareil pour plein de gens.
Qu'est-ce qui fait que nous, on va nous choisir? Il y a cet aspect-là qu'on pourrait mettre dans le brand, mais qui est pour moi dans l'ontologie de la compagnie. Là, c'est quand la compagnie, elle est plus rien, qu'est-ce qu'elle est encore? Il se trouve qu'on a pu le vivre pendant la COVID. 7 jours après le confinement, je mettais tout le monde à pied parce que j'avais plus de job. Puis là, on s'est posé la question avec Olivia, avec Marion, tu sais, on s'est dit, OK, mais on est quoi pendant qu'on n'est plus rien? Et là, pour moi, ça a été la révélation de, mais on a des articles ici ou là, on a des connaissances, mais elles sont pas attachées. Fait qu'on va les attacher et on a créé ce qu'on appelle Corpus, et qui est un outil vraiment où on a tous nos contenus. Et aujourd'hui, si je dois fermer Perrin Jablonski pour X, Y raison, ce qu'il y a à l'intérieur de Perrin Jablonski, c'est de la connaissance. Et ça nous définit très bien, en fait. Moi, ça me va comme définition. Fait que t'es rendu quasiment une plateforme médiatique. Oui, de connaissance. De connaissance. Parce que il y a un effort qu'on fait justement sur la pertinence, parce que médiatique, si je ne mesurais que la popularité, je serais super déçu parce que tu sais, si tu vas sur notre LinkedIn, tu n'en as pas 400 likes là, à chaque post. Des fois, tu en as 150, tu es super content. Des fois, tu en as 12, tu es super déçu, puis tu ne comprends pas l'écart entre les deux. Mais l'idée, c'est de s'en foutre, en fait. Parce que le 12, tu vas le reposter dans 2 mois, puis il va se transformer. On l'a déjà vécu avec un article sur Kitty Genovese qu'on avait posté sur l'effet de témoin. Pas de 0, on le reposte une couple de mois plus tard. Ça a été un des articles les plus lus. Il y a une incohérence, en fait, dans les algorithmes qui m'inquiètent beaucoup. Alors que depuis qu'on a parti de newsletter, d'ailleurs, je vous invite tous à vous abonner. C'est un pas de recul et un coup d'avance. On a notre crowd à nous là-dessus. Nos stats, Ali, sont hallucinantes. Elles sont tout le temps les mêmes d'une newsletter à l'autre. Ça, il y a une petite croissance organique, mais les stats d'ouverture puis de clic sont les mêmes de semaine en semaine. Et ça confirme pour moi que ce truc-là, cette plateforme-là est beaucoup plus stable, rentrer dans la boîte email des gens, qu'un algorithme LinkedIn qui, dépendamment de 1000 critères que tu connais pas tout à fait, Facebook, j'ai arrêté parce que, pour plein de raisons, là, éthique, mais surtout, avant ça, de performance. T'es juste barré parce que t'es une compagnie ou t'es juste barré parce que t'as pas montré ton cul. Ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Ça m'intéresse pas vraiment. Donc, tu sais, l'idée là-dedans, c'est pas de se dire qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être populaire sur Facebook. Je m'en fous d'être populaire sur Facebook. C'est qu'est-ce que je pourrais trouver comme canal de diffusion de mes connaissances. C'est juste ça qui m'intéresse. Et c'est moins facile parce que c'est pas prévu comme ça, quoi. J'allais pas en parler, mais là, j'ai pas le choix. On dirait que tu flirtes un peu avec le sujet, une notion que tu aimes beaucoup, le personal branding. Je dis ça à la blague, là. Parce que je l'aime pas beaucoup. Exactement. Mais est-ce que Gaëtan Amouric, c'est Perrier Jablonski? Est-ce que Perrier Jablonski, c'est Gaëtan Amouric? OK. Si tu es en train de me poser la question de qu'est-ce que veut dire Perrier Jablonski, c'est peine perdue. Pour te raconter l'histoire, nous, on le dit aux employés au bout d'un an qui sont là. On leur fait signer un contrat d'avocat qu'on a écrit d'une manière quand même assez rigolote pour leur promettre toutes sortes de supplices si ils diffusent l'information de ce qu'est Perrier Jablonski. Mais donc, ça demeure un mystère là, 9 ans plus tard. En fait, oui, puis ça me dérange pas. Au début, vraiment là, je le prenais mal quand on me disait ça. Parce que on me disait, ouais, mais on peut pas scaler, les gens, ils viennent chercher Gaëtan, là, tu sais. Puis, je disais, non, c'est pas vrai, puis c'était vrai. Mais moi, ça me choquait parce que je me disais, je pourrais pas scaler cette boîte-là parce qu'effectivement, les gens, ils viennent pour moi. Ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a pris du temps pour comprendre c'était quoi mon script. Quand j'étais dans une conversation, fait que là, j'écoutais des clients, puis là, je travaillais avec eux, puis on a commencé à découper ça en tranches. Ça ressemble vraiment au design thinking, hein, j'ai pas inventé grand-chose. Mais là, on dit, OK, mais là, on peut mettre quelqu'un pour faire de l'ethnographie, puis là, on peut mettre quelqu'un d'autre pour animer un atelier, puis Bon. En dessus de ça, il y a une exigence, il y a un ton, il y a une approche peut-être un peu rock'n'roll ou peut-être un peu libre, justement, qu'on enseigne aux gens chez Perrier Jablonski. Nous, on estime qu'un employé,
il comprend ce qu'on fait chez Perrine Jablonski au bout de 6 mois à peu près. Et il peut vraiment naviguer, masterer l'engin au bout d'1 an. Fait que pourtant, on est 10 personnes. En fait, tu rajoutes une personne, ça lui prend 1 an à comprendre ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que c'est complexe, mais on écrit beaucoup dessus. Tous nos processus sont écrits. On a des pages entières là, tu sais, de comment on fait les choses, puis quels documents utiliser, puis tu sais, on a la même obsession que pour les contenus, on l'a pour nos processus. Et donc oui, ça me ressemble. Puis je suis fier de ça. Tu sais, mais si tu vas demain matin chez Stark, tu leur demandes de designer une nouvelle caméra ou une brosse à dents, mais ça va être signé Stark, mais c'est pas Stark qui a travaillé là-dessus parce qu'ils sont je sais pas combien d'employés, puis là-dedans, mais il y a des gens qui se sont inspirés de Stark puis qui vont faire ça. Et là, c'est pareil, sauf que, tu sais, moi aujourd'hui, il y a des mandats qui me concernent pas du tout. Où c'est sûr que je vais un peu comme un cook là, tu sais, qui va faire un tour en disant comment ça va ce midi là, mais il y a des trucs dans lesquels j'ai les mains dedans parce que c'est plus ma spécialité. Et quand on a des clients qui viennent nous donner des mandats purement d'ethnographie pour essayer de comprendre une population, pour essayer de comprendre les rapports entre un consommateur et son produit, etc., etc. Moi, je fais très peu partie en fait de ce truc-là. Puis c'est ce qui fait vraiment ma fierté, je dois le dire là. Tu sais, il y a eu un moment donné, il y a à peu près 1 an, où moi j'ai senti que sérieux, je pouvais venir ou pas au bureau là. Je pouvais peut-être partir 2-3 mois en vacances. Puis ça changerait rien au fonctionnement de Perrine Jablonski. On a des super ethnographes qui font un super boulot. On a des stratèges hors normes qui arrivent à prendre ça, puis à rentrer ça, tu sais, dans la machine de réflexion de Perrine Jablonski, puis à insuffler leur propre intelligence. Puis on a des livrables, tu sais, sérieux, personne nous bat sur les livrables. Et ça prend au milieu de tout ça des gens de service conseil, de gestion de projet, qui savent parfaitement comment fonctionne cette machine-là. Et là, j'ai commencé à pouvoir passer du temps sur what's next, qu'est-ce qu'on fait de plus, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, comment on intercroise tous nos contenus dans Corpus et tout ça. Et donc moi, je travaille essentiellement à l'avenir de Perrine Jablonski. C'est sûr que j'ai quand même encore les pieds dedans, là, je vais pas me cacher, là, t'sais. Puis j'aime ça aussi, là, puis je veux que ce soit signé quand même aussi avec mon sang, là, quand on sort des recos. Mais c'est pas des recos de Gaëtan Namouric 0, là. C'est vraiment des recos de Amélie, de Sandra, de Thomas, peu importe. C'est des gens qui ont mis leur trip, mais que c'est sûr qu'on s'est assis sur leur tête, là. On leur a dit non une couple de fois, on les a coachés. Moi, je suis pas facile, je pense, à satisfaire parce que même moi, quand j'écris, je réécris mes articles 6 mois plus tard. En fait, tu sais, si tu me proposes une strat, c'est sûr que ça se peut que j'y trouve à redire. D'ailleurs, c'est très drôle parce que ça m'est arrivé avec Sandra ou avec Amélie, tu sais, qui m'envoient un truc, puis tu sais, je réponds comme waouh, c'est génial, c'est parfait, puis qu'ils me disent ok, tu l'as pas lu là. Comme si, non, je te jure, attends, si, j'ai aimé ça, ils me croient pas. Fait que, mais cette exigence là, ben honnêtement, oui, ça c'est moi, mais ça déteint sur tout le monde. Il y a des livrables que mon équipe vont se dire ok, on peut pas montrer ça à Gaëtan parce que c'est pas encore cuit là, tu sais. Puis eux-mêmes ont la même exigence. Et ça va faire que à un moment donné, mettons qu'on est 30 personnes ou qu'on est 100 personnes, il y a des responsables qui se souviendront plus d'où ça vient cette exigence-là, mais cette exigence sera dans les murs, là, c'est dans l'ADN de Perrine Jablonski. Et je trouve que c'est une responsabilité comme, je veux pas dire entrepreneur, mais tu sais, comme fondateur, que je préfère. Ah oui, fondateur, ça c'est bien. Comme fondateur, c'est de mettre des fondations. Voilà, on met des fondations. Ben bravo, parce que ça veut dire que tu as une force d'attraction pour justement séduire les clients. Puis ensuite de ça, tu as réussi à former et créer des systèmes à l'interne pour que les projets puissent rouler. Gaëtan, fondateur de Perrine Jablonski, on a trouvé ton titre. Ouais. Merci pour tout le travail que tu fais. Merci pour ton livre, tes articles de blog, pour tes vidéos. Est-ce qu'on va voir bientôt un podcast de Gaëtan? J'aimerais ça. Mais honnêtement, moi, je mets tout le temps beaucoup de temps à penser aux choses, là. Fait qu'on a des idées, tout ça, mais c'est ça. Si c'est pas à mon goût ou à notre goût, si c'est pas surprenant, ou si c'est pas quelque chose où tu te dis comme, OK, wow, ils ont nailé quelque chose. Mais je dois quand même dire que finalement, c'est toi qui fais le podcast que j'aimerais faire. Fait que continue à le faire toi, parce que moi, je l'écoute religieusement. J'ai écouté tous les épisodes. Ce que je trouve vraiment intéressant, Ali, c'est que toi, tu vas chercher des gens un peu, Jean-Jacques, je vais l'enlever de l'équation parce que c'est mon papa, fait que,
c'était facile à écouter, mais tu sais, sur le sommeil, sur les gestes, tu sais, c'est des sujets qui sont pas centraux, qui sont un peu périphériques, mais qui sont quand même centraux, qu'on voit partout tout le temps. Et je les trouve vraiment super intéressants. Puis tu as une curiosité, tu as une candeur que moi j'aime beaucoup. Fait que continue à le faire comme ça. Honnêtement, j'ai pas à le faire. Puis je t'écouterai. Puis je dirais que c'est le podcast que j'aurais dû faire. Puis ça me va. J'apprécie beaucoup. Puis dans ce cas-là, il va falloir que je te réinvite à un certain moment. Ah ben man, moi si tu me donnes un micro puis que tu me poses des questions, ça se peut que je te réponde. Écoute, il y a plein de sujets qu'on aurait pu encore là, développer et toucher. Donc on s'en garde quelques-uns là, pour un prochain entretien. Promis. Un grand merci.